Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et dans le cadre de cette émission, ce qui fait débat. Nous abordons cette actualité en RDC. 38% des voix pour Félix Tshisekedi qui a remporté le scrutin dans le pays devant l'opposant Martin Fayoulou et le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Chadari. Ces résultats qui ont été annoncés de façon officielle et déclarés par la Cour constitutionnelle, après bien sûr la lecture faite également par la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, ont à un certain moment apporté quelques grincements de dents. D'ailleurs, il y a que Martin Fayoulou, opposant lors et candidat à cette élection présidentielle, n'a eu de cesse jusqu'à ce jour de s'autoproclamer comme étant le seul candidat et le président élu par le peuple congolais. Qu'à cela ne tienne, pour aborder cette actualité en RDC, nous avons des invités en les personnes du docteur Arcel Moronguinze, qui est politologue au Gabon, et M. Djibril Arnaud Wagna, qui est journaliste en République gabonaise. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans cette émission. Merci, M. Agaya. Alors, on jette un regard sur le paysage politique en RDC avec cette élection qui vient de se tenir dans le pays. Il y a eu d'ailleurs certains événements, on peut les citer les uns après les autres, l'annonce des candidatures, la coalition issue de l'opposition qui avait décidé de ne présenter qu'une seule candidature. Après un revirement de situation, Félix Tshisekedi a finalement décidé de ne pas soutenir la candidature de Martin Fayoulou qui avait été choisi comme étant le candidat unique pour cette élection présidentielle. Il y a eu également l'annonce du candidat de la majorité présidentielle et donc un dauphin de M. Kabila comme candidat pour cette élection présidentielle. Finalement, les résultats sont connus, la Cour constitutionnelle a lu son verdict, même s'il y a eu également la réaction de la Commission de l'Union africaine qui, elle également, avait souhaité que la Cour constitutionnelle congolaise essaie de ralentir le processus, bien sûr, en ce qui concerne la déclaration de ces résultats. Messieurs, d'entre deux jeux, docteur, un petit retour sur ces élections en République démocratique du Congo. Quelle lecture aujourd'hui vous faites ? Écoutez, je pense que d'entrée de jeu, ce qu'il faut souligner, c'est que le Congo vient de clôturer un processus électoral qui a été regardé comme étant à risque, un processus électoral qui quand même était attendu depuis 2 ans, fin 2016, fin 2018, début 2019. Je pense qu'il y a finalement eu plus de peur que de mal au terme de ce processus électoral. Bien entendu, on sait que les lendemains électoraux en Afrique sont souvent sujets à des contestations, à des remous. Soit on conteste l'organe de collecte des élections, soit on conteste la justice constitutionnelle qui finalement valide celui qui a été déclaré élu ou pas. Mais néanmoins, dans l'ensemble, le processus congolais se clôt avec un président qui a été choisi, avec une société qui est relativement stable par rapport au risque de basculement dans l'instabilité post-électorale. Djibril Wagna. Oui, moi je vais souligner les différents rétropédalages de la communauté internationale en partant de l'Union africaine. D'ailleurs, nous allons y arriver. En arrivant jusqu'à l'Union européenne, la question que l'on se pose, c'est qu'on a comme l'impression que sur le cas du Congo, le gendarme n'a plus d'armes. Parce que s'il faut observer la réaction du pouvoir congolais après le fait que l'Union européenne n'ait pas reconnu ces résultats dans un certain sens et la note, sinon le communiqué de l'Union africaine qui demandait au Conseil constitutionnel de retarder les élections, on va dire la séance de proclamation officielle définitive des élections qui n'a pas été suivie par le pouvoir congolais. Ça veut dire que il y a une notion de souveraineté de la République démocratique du Congo, même si c'est dans un contexte qui n'est pas très démocratique. Mais on va quand même souligner cette souveraineté du pouvoir congolais qui, au-delà de tout, a définitivement donné le résultat de cette élection. Un processus, comme le disait le docteur, qui a été très long, mais on va se satisfaire du fait qu'il y ait eu changement à la tête de l'État congolais. Et maintenant, on va réfléchir ensemble sur les véritables enjeux. Est-ce que Tshisekedi est véritablement un président avec tous les pouvoirs? D'accord, ce sont des questions que nous nous poserons au cours de cette émission, mais restons tout de même sur les résultats de cette présidentielle.
vous le savez, il y a eu, que la Cinco également s'est exprimée, cette conférence épiscopale qui regroupe les évêques de l'Église catholique, qui, depuis les négociations en 2016, lorsque la majorité et l'opposition se sont retrouvés sur une table, avait quand même un mot à dire dans le processus démocratique au Congo pour cette transition qui se préparait. Finalement, lorsqu'on jette un regard sur le rôle joué par la Cinco, qu'est-ce que l'on peut en tirer aujourd'hui ? Puisque tout de même, elle a eu une position contraire à celle des résultats donnés par la commission électorale de la République démocratique du Congo, mais également une position qui aura permis à la communauté internationale, parlant de l'Union africaine, de peut-être avoir également la position qu'elle a eue. Bien entendu, vous savez, il faut regarder un peu la position de l'Église catholique sur le temps long, c'est-à-dire à partir des années 60, 70, 80. Donc, l'Église catholique en RDC a une tradition, on va dire, assez offensive sur le plan politique. C'est-à-dire, il est de tradition en RDC que l'Église catholique puisse prendre des positions, soit pour contester les violations des libertés en RDC, soit également pour s'impliquer activement dans la résolution des crises politiques, des tensions politiques, notamment dans la période de 90, lorsque la RDC, comme la plupart des pays de la sous-région, avait abordé la transition de 1990. Et puis, le moment fatidique est arrivé lorsqu'en fin 2016, effectivement, il s'est agi de trouver une issue au refus, à l'époque, il faut le dire, de M. Kabila d'organiser les élections en vue de son départ, comme le prévoyaient les dispositions constitutionnelles. Oui. Donc, la Cinco aujourd'hui, est quand même un lobby important dans la société congolaise. Je ne parlerai pas de société civile ou bien de société politique, mais dans la société congolaise tout court. C'est un pays qui est en grande partie catholique, ce qui voudrait dire que, et puis sur le plan de l'Église catholique, c'est le mieux implanté, mieux même que l'administration depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, de sorte que l'Église garde une grande influence en RDC, d'ailleurs, toutes tendances confondues, qu'elles soient chrétiennes, évangéliques ou catholiques classiques, une grande influence sur la société congolaise. Donc, l'Église a pu dérouler près de 40 000 observateurs sur le terrain, ce qui est historique, ce qui veut dire que l'Église... On parle quand même de 26 provinces. Tout à fait. Pour la République démocratique du Congo. C'est massif pour une Église, pour une Église de mettre en place une telle organisation qui est en quelque part mieux même que celle de l'administration électorale, ou bien qui est concurrente à cette administration électorale. Donc, ce qui voudrait dire que l'Église catholique a quand même tenu à ce que le processus ne soit pas émaillé des violences que le pays a connues. Voilà pourquoi ils ont exigé, en mettant la pression d'abord pour la tenue des élections et la pression pour que les élections se tiennent dans des conditions régulières. Djibril Wania, comment expliquer justement la position de l'Union africaine, puisque l'on sait tout de même que la communauté internationale s'est un tout petit peu appuyée sur les résultats donnés par la Cinco en ce qui concerne les données qui ont été récoltées sur le terrain? Bon, il faut dire que la Cinco n'a de valeur que morale. Sur le plan effectivement de l'influence dans un processus électoral de pays comme les nôtres et donc la République démocratique du Congo. Sauf que au niveau effectivement de la constitutionnalité, donc des valeurs constitutionnelles, malheureusement ce sont les institutions qui ont effectivement vocation à traiter ce genre de questions. Et je crois que c'est pourquoi la Cinco s'est retenue de donner le nom du vainqueur, puisque je crois 5 ou 6 jours après les élections, elle disait effectivement qu'au vu du déploiement de ces nombreux observateurs, elle est censée avoir déjà le nom du vainqueur en fonction des résultats qui devraient concorder avec ceux de nos amis des observateurs internationaux, mais surtout de RFI, il faut le dire, qui a participé à une mission d'observation ou de crédibilité de ce processus. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est que la Cinco s'était donné quelle place dans ce processus électoral? C'était juste de collecter et de dire que j'ai la vérité. Comment crédibiliser les résultats de la Cinco, même si, bon, parallèlement... Est-ce que finalement ça n'a pas été le cas, Djibril Wania, puisque l'Union africaine, par exemple, regarde ce qui a été... Moi, ce que je vais reprocher à la Cinco, c'est d'avoir attendu de donner les résultats, s'ils avaient donné. Mais n'étant pas l'instance constitutionnelle habilitée... Non, même si ce n'est pas l'instance habilitée, eh bien, ils auraient pu influencer la suite des événements. On va dire comment, s'ils pensaient, et comme venait de dire le docteur, que
les religieux, ou alors ceux qui sont proches de l'Église, ou ceux qui sont christianistes, sont les plus nombreux au Congo, ça veut dire que c'est la plus grande masse. Si on est en démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Donc à ce niveau-là, ils auraient pu effectivement donner des résultats, les afficher quelque part. Vous avez vu que c'est pourquoi les réseaux sociaux ont été suspendus au même titre que RFI. Ça veut dire qu'à cette guerre de tribunes, je crois que la CENCO aurait pu braver effectivement, puisque vous savez, la conférence épiscopale est couverte par le Vatican. Et vous avez vu effectivement que lorsqu'il y a eu des négociations, lorsqu'il y a eu comment on va dire ça, des sévices sur les acteurs religieux, les évêques, une délégation des évêques congolais était allée au Vatican. Et le Vatican avait fait une note au Congo au vu effectivement du traitement des hommes d'église. Donc à ce niveau, il y avait un instrument de pression, mais c'est aussi la CENCO qui a poussé Kabila à ne pas revoir la Constitution. C'est la CENCO qui a poussé Kabila au dialogue. Donc, je pense qu'à ce niveau, ils auraient pu aller plus loin, pour Seul Bouchon plus loin, en considérant le contexte africain. Parce qu'en réalité, les élections se gagnent, c'est le plus fort qui gagne souvent, ou le plus malin. On comprend très bien la caricature. Oui, docteur. Je crois d'ailleurs que ce qu'il faut relever, c'est ce qui est quand même assez original ou assez étonnant dans ce processus congolais, c'est le fait que des acteurs institutionnels tels que l'Union africaine, l'Union européenne, puissent décider presque ensemble d'accorder plus de crédibilité aux procès-verbaux détenus par des observateurs qui ne sont pas institutionnels. C'est quand même assez rare et curieux en Afrique. Donc cela suppose qu'il y avait une forme de présomption de doute. C'est inédit. C'est inédit, effectivement, une présomption de doute sur l'indépendance de la commission électorale. Donc, c'est déjà un premier point qu'il faut souligner. En même temps, ce point pose un autre problème, à savoir, mais pourquoi ne pas appliquer ce même principe pour le reste des élections qu'il y a eu ou qu'il y aura en Afrique. Donc, voilà pourquoi, finalement, l'Union européenne, ou encore, pas l'Union européenne, mais davantage l'Union africaine, qui est quand même plus ou moins un peu fourvoyée, c'est ma lecture personnelle, en prenant une lecture qui sort du code, qui sort du contexte institutionnel pour dire, écoutez, nous accordons de la foi à des procès-verbaux qui ont été collectés par la CENCO. Bon, le problème reste que la question de l'observation indépendante et neutre des élections reste l'un des grands problèmes des élections en Afrique. L'observation indépendante ambitionne naturellement d'assurer une élection incontestable avec un vainqueur qui est réellement celui qui a été désigné dans les urnes par les populations, par les électeurs. Cependant, il n'existe pas dans la plupart des législations électorales un statut clair sur la validité des procès-verbaux détenus par des observateurs, à la différence de ceux des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Donc, ce qui voudrait dire que ça pose un problème à la fois sur la qualité juridique des preuves sur lesquelles s'est appuyée la communauté internationale qui n'ont pas valeur. Il n'y a que mais docteur, il y a quand même une interrogation. Oui. Lorsque on jette un regard sur la position de la CENCO, nous le disions d'entrée de jeu, elle a eu quitus pour la gestion du dialogue en RDC, pour la préparation des élections, et donc il y a eu comme un caractère institutionnel qui avait quand même été un tout petit peu attribué à cette organisation. Ce qui est institutionnel doit être écrit dans sous forme de loi. La CENCO a été autorisée en tant qu'observateur. La CENCO jouit d'un pouvoir moral, mais pas d'un pouvoir juridique dans le processus électoral. Ce n'est pas des acteurs clés, en réalité. À partir de ce moment, êtes-vous en train d'affirmer que l'Union africaine, qui est la communauté internationale, pour parler de l'Afrique, dans ce contexte-là, ce serait un tout petit peu fourvoyé dans sa communication? Oui, je le dis. C'est pourquoi je dis tout à l'heure là que je ne remets pas en cause la fiabilité que pourrait avoir ou qu'ont les données de la CENCO sur la réalité des urnes. Ce n'est pas ce qui est remis en cause ici, mais c'est de se dire, une chose est de détenir des documents sur les élections, c'est-à-dire les procès-verbaux, des résultats des statistiques. Une chose est la validité juridique de ces documents. La CENCO est un observateur. Les résultats des urnes détenus par la CENCO ne font pas autorité par rapport à ceux détenus d'abord par la commission électorale, à travers les présidents des bureaux de vote sur l'ensemble des provinces de la RDC, encore moins par rapport à ceux détenus par les représentants des candidats.
Donc, ce qui voudrait dire que c'est un risque quand même que l'Union africaine, comme une instance supracontinentale, a pris sur le plan juridique de s'appuyer sur des éléments, entre guillemets, de preuve électorale détenus par un observateur parmi tant d'autres, fut-il la CENCO. C'est à ce niveau que je pose. Et voilà pourquoi finalement, aujourd'hui, les moyens qui ont été présentés par l'opposition n'ont pas prospéré au niveau de la Cour constitutionnelle parce qu'effectivement, en dépit des même arguments, si elle a jugé recevable la requête introduite par le candidat de l'opposition. Non, en la forme, mais dans le fond, il n'y a rien, ça n'a pas été pris en compte. Selon la CENI, selon le Alors, Conseil il constitutionnel. y a dans ce processus électoral pour la RDC, justement, le rôle de l'Union africaine que l'on peut évoquer dans la gestion des conflits politiques en Afrique, puisque celle-ci est intervenue au cours de cette élection présidentielle et lors, bien sûr, de la proclamation des résultats. Messieurs, je vous invite à regarder avec nos téléspectateurs cette analyse de notre rédaction sur le rôle de l'Union africaine. C'est après la proclamation des résultats par la CENCO en République démocratique du Congo que la commission de l'Union africaine est sortie de sa réserve au regard des résultats collectés par la CENCO. Dans un premier temps, l'institution panafricaine a exprimé sa volonté d'arbitrer ce qui s'apparente à un conflit politique en annonçant qu'une délégation de chefs d'État se rendrait ce 21 janvier 2019 en RDC. Une décision qui n'aura pas fait long feu après que la Haute Cour de justice congolaise a rendu sa décision validant les résultats de l'élection présidentielle dans la nuit de samedi à dimanche. La Commission de l'Union africaine évoque aujourd'hui l'intention de faire une évaluation dont le rapport sera transmis aux chefs d'État au cours du prochain sommet, qui apparaît désormais comme un revirement alors que sa marge de manœuvre semble s'être réduite. Dans un communiqué publié ce 21 janvier, elle affirme qu'elle prend note de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre 2018. Si les objectifs premiers de l'Union africaine sont de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays du continent noir et entre les peuples, de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, il n'en demeure pas moins que son implication et son rôle dans la gestion des conflits restent soumis au respect de la souveraineté de chaque État. Bien qu'elle possède une voix audible au niveau international, son impact dans le règlement de plusieurs crises politiques sur le continent paraît au demeurant encore très faible, selon de nombreux observateurs. Le principal obstacle étant son pouvoir réel sur ses États membres. Convient-il alors de se demander quelle est l'influence diplomatique réelle de l'Union africaine qui peine à contraindre ses membres? En définitive, l'Union africaine aurait été prise de vitesse, l'élection de Félix Tshisekedi validée et le recours de l'autre opposant Martin Fayulu rejeté. Voilà, nous avons regardé ensemble ces quelques lignes de notre rédaction sur le rôle de l'Union africaine dans la gestion des conflits politiques en Afrique. Ce cas de la RDC, monsieur, nous l'évoquons déjà. Pour revenir un tout petit peu justement sur sa responsabilité à partir de ce moment, comment doit-on qualifier la responsabilité de l'Union africaine dans la gestion de tels conflits? On a d'une part un candidat reconnu officiellement par les institutions de la République et d'autre part un autre candidat qui, il y a encore quelques heures, déclarait déjà qu'il se considère désormais comme le seul et unique président élu par le peuple congolais. Djibril Boignard. Bon, vous avez, dans le reportage qu'on vient de suivre, les missions de l'Union africaine sont définies en priorité. Donc c'est la cohésion entre les États et veiller sur, on va dire, comme la notoriété de chaque État, l'indépendance de chaque État. C'est un cas école avec la RDC. Mais de plus, ce que je voulais faire constater, c'est que la mission de l'Union africaine qui va au Congo est dirigée par Paul Kagame, qui va parler de démocratie au Congo, chez le voisin. Bon, cette même communauté internationale avait porté des griefs sur l'élection de Kagame. Donc Kagame, qui est un président plus ou moins bien ou mal élu, ne peut pas donner des leçons à Kabila ou à son pouvoir. Encore que ce que vous dites... Permettez-moi, ouais. Le président de la Commission de l'Union africaine, il est tchadien. Le Tchad aussi est un des pays pointés du doigt sur les questions de démocratie. Comment pouvez-vous juger quelqu'un pendant que vous-même, les griefs que vous lui portez vous concernent? Et là, l'Union africaine doit réfléchir sur même les personnalités qui doivent faire interface pour la défense de ces valeurs. Parce que là, on est dans un piège. J'avais dit à quelqu'un samedi,
J'ai dit le communiqué de l'Union africaine ne va pas prospérer. Il m'a donné raison. Parce que vous ne pouvez pas aller faire des remontrances, donner des leçons de démocratie à Kabila qui, bon gré mal gré, a accepté l'alternance pendant que vous refusez que ça se fasse chez vous. Non, ce n'est pas possible. Docteur? Oui, ben, tout à fait, ce qu'il dit est pertinent. On relève, je pense, deux types de facteurs dans cette, on peut dire ce qu'on peut qualifier d'échec de la RDC, pas de la RDC, d'échec de l'Union africaine en RDC. Oui. Il y a un facteur tout à fait objectif qui est celui de l'impuissance, de l'inefficacité de l'Union africaine face d'abord à la prévention et même à la gestion des conflits, qu'ils soient électoraux ou de toute nature en Afrique. Les cas sont nombreux, où il a souvent été nécessaire que ce soit une intervention du Conseil de sécurité de l'Union, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interviennent, ou que ce soit des forces internationales qui interviennent pour régler des questions africaines. L'Union africaine a souvent suivi. Et la raison s'explique parce que, d'une part, l'Union africaine n'a pas réellement les moyens de sa politique, c'est-à-dire imposer des décisions et des sanctions aux États africains. Et d'autre part, il faut noter une forte personnalisation au sein de l'instance, qui fait que le lobbying des chefs d'État neutralise les décisions qui sont prises par les instances de l'Union africaine. De telle sorte que l'Union africaine se retrouve simplement soit à suivre, soit à constater de fait des situations politiques qui existent. C'est davantage au niveau sous-régional, comme par exemple la CEDEAO, etc., qu'on ressent une vigueur en termes d'intervention et de contrainte de certains États qui, pour des raisons ou autres, ont des problèmes au niveau intérieur. Pour ce qui est de la RDC, là, c'est maintenant un facteur davantage que je qualifierais de conjoncturel, c'est-à-dire lié à la situation proprement dite, effectivement, comme il a souligné, c'est que monsieur, le président rwandais Paul Kagame, est-ce que si c'était quelqu'un d'autre qui était président de l'Union africaine, le résultat de l'action que l'Union africaine a voulu mener aurait été différent? On ne peut le gager, puisque déjà, le président égyptien qui doit prendre la tête de la relève se présente déjà comme quelqu'un qui est anti-interventionniste, il est pour la souveraineté des États. Donc Kagame a des problèmes avec la RDC parce que c'est des voisins qui ne s'entendent pas depuis très longtemps à cause des richesses au niveau de la région du Kivu, etc. Il y a des conflits militaires entre les deux pays, les mouvements d'entretien de rébellion réciproque, et puis Kabila a quand même été élu avec 98%. Donc, effectivement, son image en tant que garant des institutions, garant des valeurs démocratiques en RDC aura du mal à passer. Il faut souligner que ce revirement tient au fait que Kabila a quand même envoyé une commission, des émissaires composés de des têtes de cabinet, le patron des services de renseignement et son conseil diplomatique, qui sont quand même les férus du régime qui ont eu à ramener Paul Kagame à un certain réalisme politique qui risque de déranger, au-delà de l'Union africaine, la stabilité dans leur propre sous-région. Alors, parlons donc en quelques minutes seulement, puisque pour cette première partie de l'émission, ce qui fait débat, il reste à peine quelques minutes d'antenne, parlons de la souveraineté des États membres de l'Union africaine, puisqu'on l'évoquait déjà. Aujourd'hui, comment devrait se définir cette souveraineté? Est-ce que les nombreux griefs qui sont portés contre l'organisation en elle-même de l'Union africaine ne pourraient pas trouver des solutions de façon à ce qu'elle participe véritablement à l'avènement de la démocratie en Afrique pour certains États qui sont encore victimes de certains conflits politiques? Djibril Douania. Bon, moi je pense pour ma part que la souveraineté des États devait se faire d'abord sur le plan économique et financier. C'est à ce niveau que nos États devraient effectivement devenir des États puissants. On ne peut pas diriger un peuple qui a faim. Le peuple qui a faim ne peut pas vous suivre. Je veux prendre un modèle chinois. Regardez, les pays des dragons. Comment ils se sont développés. Ils ont un système politique qui est adapté à leur culture et qui permet le développement de leurs États. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Il faut d'abord qu'on définisse quel est le type de modèle politique que l'on doit adapter ou qui convient à notre culture. C'est après cela que l'on pourra adapter. La démocratie ne marche pas sur tout le continent, il faut l'avouer. Les quotas en matière de pourcentage ne sont pas bons. Bon, le Ghana, on peut accepter. Le Sénégal, aujourd'hui, émet beaucoup de doutes. Bon, ça devient compliqué. Le président égyptien qui va prendre la tête de l'Union africaine est aussi targué, effectivement, de certains, on lui porte certains griefs qui ont un rapport direct avec les valeurs démocratiques. Donc, à ce niveau, il faut que les Africains s'asseyent et qu'ils définissent leur mode. Même en Europe, Donald Trump, qui est le président de la plus grande puissance africaine, première puissance mondiale, ne fait pas 10 jours sans qu'il y ait des problèmes.
toujours dans l'acceptation de la contradiction. Vous voyez, Emmanuel Macron actuellement, il est complètement aux abois avec les gilets jaunes. C'est le même cas en Grande-Bretagne avec le Brexit. Donc, il faut dire qu'il y a des crises. Là. Les démocraties sont en crise, ça c'est mon point de vue. Peut-être Merkel, qui même encore là, a perdu de la souveraineté et du poids dans la gestion de son propre parti politique. Donc, à ce niveau, il faut que les Africains réfléchissent. Qu'ils réfléchissent parce que qui dit liberté morale définit d'abord la liberté physique. Ouais. Donc, tant que vos valeurs physiologiques ne sont pas garanties, vous n'allez pas beaucoup réfléchir. On dit un ventre qui a faim d'un point d'oreille. Donc, il faut que les Africains redéfinissent d'abord le système politique qui convient avant de se muer dans une organisation où chacun, effectivement, devra défendre les intérêts de tous. D'accord. Docteur. Rapidement, ce que je peux dire, c'est que la souveraineté des États africains est appliquée à géométrie variable. C'est-à-dire, selon que la souveraineté arrange un pouvoir établi, elle sera évoquée pour refuser toute forme de regard extérieur dans la gestion soit des droits de l'homme, soit dans la gestion, soit dans le cadre de la bonne gouvernance tout simplement. Soit c'est une souveraineté qui va admettre cette même ingérence sous d'autres formes, qu'elle soit militaire ou économique ou financière. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, dans l'ensemble, l'Union africaine qui a posé le principe de la souveraineté des États africains est elle-même aujourd'hui confrontée à l'intangibilité de ce principe-là. Si l'Union africaine, il faut une réforme majeure au sein de l'Union africaine qui doit permettre de faire coexister une forme de souveraineté que doit nécessairement avoir l'Union africaine face aux entités étatiques pour pouvoir permettre de renforcer certaines manières de gouverner. Autrement dit, on sera toujours dans cette spirale d'échecs, de constats après des dégâts. Et on parle d'ailleurs de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres de l'Union africaine, puisque la formulation de la charte de l'OUA, à l'époque, elle est restée inchangée dans l'acte constitutif de l'Union africaine aujourd'hui. Messieurs, nous marquons justement une transition pour cette première partie de l'émission Ce qui fait débat sur Gamon 24 avec nos téléspectateurs. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite.